Bonjour à tous, nouveau numéro de Lyon Politique sur le plateau de Lyon Mac TV. Aujourd'hui, Raphaël Ruffier-Fossoulé, Damien Gouy-Perret, le collaborateur politique Slim Mazni et le conseiller municipal lyonnais Jean-Yves Sécheresse. Bonjour messieurs. Bonjour. Trois sujets soumis au débat du jour, l'Alliance contre les écologistes, Euronews et les voix lyonnaises. Dans 3 ans, tout pile, les Lyonnais et les habitants de la métropole seront appelés aux urnes. Il faudra décider si vous voulez redonner un mandat aux écologistes ou si vous préférez un autre projet, et pourquoi pas un projet commun. C'est comme cela que le définit Yann Cuchera, le conseiller municipal et fidèle de Gérard Collomb. Chez nos confrères de BFM Lyon cette semaine, il a tendu la main aux Républicains Pierre Oliver et même aux ennemis d'hier, Georges Kepenekian et David Kimmelfeld, une alliance qui irait donc de la droite jusqu'au centre-gauche. Alors déjà, est-ce que vous croyez autour de la table à cette réconciliation après tous les épisodes de haine qui ont pu avoir lieu depuis 2018 et surtout, pourquoi elle réussirait alors qu'elle a échoué en 2020 ? Qui veut se lancer ? Il y a deux sujets, puisqu'il y a la question des anciens colombistes, est-ce qu'ils sont capables de se réconcilier ? On peut demander à Jean-Yves Sécheresse. Jean-Yves Sécheresse, il nous répondra sans doute mieux. Mais ça, politiquement, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont quand même perdu en bonne partie à cause de ces divisions-là. Pour relancer une dynamique, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils se parlent. Et après, il y a la question d'une alliance plus large avec la droite. Une partie l'avait fait. David Kimmelfeld, à qui on a reposé la question ce matin, nous a répondu non. Pas d'alliance. Il ne veut pas être l'aile gauche de Laurent Wauquiez. Damien ? Moi, je crois qu'on peut gagner Lyon sur une alliance de projets, sur des étiquettes politiques. Ça n'a pas tellement de sens, en fait, pour moi, dans une collectivité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une cible qui est le maire en place. Je pense que toutes les oppositions sont d'accord pour dire qu'il ne fait pas le job, qu'il n'est pas rentré dans le costume, qu'il fait certaines choses certainement très bien, mais beaucoup plus de choses pas assez bien. Donc aujourd'hui, il a réussi un coup, il a réussi à réunir les gens qui n'étaient pas capables de se parler hier. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aboutir à un projet commun entre ces gens-là. Il y a quand même des grosses différences, même entre gens de droite et de gauche qui s'entendent bien d'un point de vue humain, mais qui, selon moi, ne vont pas avoir la même vision de la ville de Lyon. Donc je sais qu'ils se parlent régulièrement. Je suis persuadé qu'ils peuvent trouver des points communs. De toute façon, on va avoir à un moment ou à un autre une bataille d'ego qui ne va pas permettre aux uns et aux autres de tomber d'accord. Donc on aura plusieurs listes à la prochaine élection municipale, quitte à avoir des rassemblements de second tour bidons, comme on l'a vécu la dernière fois très clairement, et qui ne permettront pas d'aboutir. Slim, pour donc vous les écologistes aussi... vont gagner sans problème, en fait. Sans problème, non, mais... pour l'instant, je ne vois personne en face, quoi. Là, pour moi, la personne la mieux placée et la plus capée, on l'a dit la semaine dernière, aujourd'hui, c'est David Kimmelfeld, en l'absence de Gérard Collomb. Je pense que Georges Kepenekian est quand même en retrait et est clairement derrière David Kimmelfeld. Je pense que Pierre Oliver bouge beaucoup, s'agite beaucoup, mais je pense que les Lyonnais auront un regard sur lui comme quoi il n'est peut-être pas encore assez mûr. Ça va être compliqué, oui, clairement. Pour moi, cette déclaration et puis les petits jeux en ce moment consistant à se projeter sur la prochaine élection, c'est un aveu. Voilà. C'est l'aveu à la fois qu'il n'y a pas de projet, c'est ce que tu viens de dire, il n'y a pas de projet, et il n'y a pas de leadership. Voilà. En clair, en considérant qu'on va additionner les écuries et que ça va additionner les électeurs, on sait qu'en politique, ça ne marche jamais. C'est un projet qui définit un cap et qui permet de séduire une part de l'électorat. Là, il n'y a pas de projet. Les anciens colombistes n'en ont pas. Si Cuchera dit ça, c'est qu'il n'a pas de projet pour Lyon. Et Pierre Oliver, son seul projet, c'est de caricaturer les écolos. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un aveu de faiblesse de toute l'opposition. Parce qu'à part cristalliser le rejet des écolos en les caricaturant, il n'y a rien d'autre. Alors, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de production, il n'y a pas de travail de fond sur ce que l'on veut faire de Lyon dans 10, 20 ou 30 ans. Il n'y a aucun projet. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'à mi-mandat, la seule perspective de travail, c'est de se parler entre les oppositions. Bon, on peut considérer, comme le disait Raphaël, que globalement, là, si aujourd'hui on en reste là, c'est les écologistes qui vont gagner aux prochaines élections municipales. Alors, Jean-Yves Sécheresse, proche de Gérard Collomb, en tout cas dans cette guéguerre qu'il a pu avoir ces dernières années. Aujourd'hui, comment vous le voyez, cette main tendue Est-ce que vous parlez à David Kimmelfeld et Georges Kepenekian ou est-ce que c'est toujours la guerre ? Ah non, moi je parle à David Kimmelfeld sans problème. Non, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut rajouter le projet, c'est OK. Projet veut dire aussi une dynamique. Quand on est capable de proposer une vision de Lyon
à 20 ou 30 ans, car c'est ça le véritable enjeu. Je pense qu'on peut imprimer une dynamique et donc on peut formuler ça dans un projet ou des projets pour la ville sur un certain nombre de mandats. Je suis absolument d'accord et c'est ce vers quoi il faut tendre. Après, bon, les questions de pronostic, les questions à la limite d'hommes se poseront. Moi, je pense qu'il y a aussi probablement que la situation politique, pas seulement à Lyon, mais globalement, disqualifie un certain nombre d'accords d'appareils qui n'existent par ailleurs plus du tout. Hein. Donc, on voit bien qu'il faut que ceux qui ont envie de reconstruire Lyon et sa métropole, redonner un élan économique, urbain, mais aussi un certain rayonnement à la ville, décident de s'associer. S'ils n'ont pas envie de s'associer, je pense que ça sera l'échec, hein, je suis assez d'accord. Il faut le faire. Et après, on verra. Il y a une condition, à mon avis, c'est que ceux qui sont comptabilisés comme membres du personnel politique, on va dire, sans rentrer trop dans les détails, doivent absolument se tourner vers ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle la société civile, terme un peu vague, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des Lyonnais qui adhèrent aussi à ce mouvement, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont envie de faire de la politique, d'entrer dans la politique, d'être même dans la politique au plan local, on voit le nombre de maires qui disent « Non, moi, un mandat, ça me suffira ». Je pense que si on ne se tourne pas vers la société civile, il n'y aura pas de possibilité de donner cet élan, cette dynamique qui peut accoucher d'un projet. Juste, on va rappeler un truc, c'est que les écologistes, et parfois ils ont tendance à l'oublier, ils ont gagné en 2020 sur un malentendu, mais comme Gérard Collomb avait gagné en 2001 sur un malentendu. C'est-à-dire que quand on additionne les voix de David Kimmelfeld et les voix des colombistes, c'est cette partie-là qui est largement majoritaire. Donc le sujet, c'est en clair les anciens socialistes et ceux qui ont pris leur distance avec la Macronie, c'est-à-dire David Kimmelfeld, que je ne vois pas du tout rejoindre les extrémistes de LR, parce qu'on sait où est-ce qu'il est sur l'échiquier politique, David Kimmelfeld. Il n'est pas favorable à une alliance avec les amis de Laurent Wauquiez, en clair. Donc voilà. Donc aujourd'hui... Dit-il ? C'est ce qu'il dit, mais on connaît aussi sa trajectoire politique. A priori, elle n'a pas changé. Voilà, elle n'a pas changé. Le sujet, c'est que comment ce positionnement politique à Lyon aujourd'hui ne dit rien. On ne les entend plus sur le projet, sur la vision, etc. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire, à mon sens, plutôt que d'essayer d'aller chercher des accords d'appareil pour essayer de remporter la ville une nouvelle fois sur un malentendu. Et je pense que ça ne marchera pas. Et alors, simplement, là, on a parlé exclusivement de la ville de Lyon, mais on sait que par ricochet, il faut aussi penser à la métropole, et que là, il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu, et que ça risque d'être encore plus compliqué. Oui, avant la métropole, le paradoxe, c'est que on dit tous autour de la table, finalement, que l'opposition, pour l'instant, est mal embarquée, mais les écologistes sont pas sereins, parce qu'eux, ils ont conscience qu'effectivement, quelque part, ils sont prenables. Ils n'ont pas encore converti l'essai à mi-mandat. On a vu que les sondages n'étaient pas exceptionnels quand même, surtout pour Grégory Doucet. Et ils ont bien conscience qu'effectivement, si une candidature émergeait en phase 2, ils n'étaient pas assurés de leur reconduction la prochaine fois. Et je pense que je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est vraiment ça l'enjeu, parce que qui va rêver d'une alliance entre Pierre Oliver et David Kimmelfeld ? Qu'est-ce que ça voudrait signifier ? On a déjà eu la dernière fois l'alliance Gérard Collomb-Laurent Wauquiez. D'une manière ou d'une autre, globalement, ça n'a quand même pas fait rêver qui que ce soit. Au contraire, au deuxième tour, on a bien vu que c'était plutôt un repoussoir et que finalement, ceux qui n'étaient pas dans ces alliances-là s'en sont mieux sortis. Donc c'est la capacité à proposer... comment ça, c'est pas vrai, hein. C'est ce que disent... non, mais c'est pas ce que dit... Caluire, Caluire. À Lyon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les listes d'union du deuxième tour, après, on peut commenter sur le côté en urgence, etc., sont toutes situées avant la liste que conduisait David Kimmelfeld. Oui, alors après, ça va continuer. L'objectif, c'était d'être devant les écologistes, quand même. Oui, ça, c'est un échec. Mais comme tout le monde a été derrière les écologistes, puisqu'ils ont gagné. Donc le problème... les moins pires des moins pires. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est un trait d'humour. Ouais. Et parfois, on est pire. Quand on voit l'évolution de Caluire, on peut se dire que Caluire pourrait tout à fait, à un moment donné, basculer à gauche chez les écologistes. Ça oui, d'ailleurs, le député, ou plutôt la députée de Caluire, aujourd'hui, est une
une députée du centre, Modem. Modem. Damien, pour conclure sur ce Moi, sujet. je crois qu'un homme qui va émerger va pouvoir rassembler des tendances de droite et de gauche. Alors, on est dans la caricature. Tous les gens chez LR ne sont pas des dangereux fachos, comme le décrit Slim. Je pense qu'il y a des gens de droite, du centre droit, qui sont tout à fait capables de travailler avec un David Kimmenfeld, avec un Yann Kuchra. Je pense que ce sont des gens qui peuvent se parler, qui peuvent travailler ensemble. Évidemment que ce n'est pas en allant chercher dans les extrêmes qu'on va réussir à faire une alliance au centre. Et on va reprendre l'histoire de Gérard Collomb, qui a quand même réussi à travailler avec des gens très à droite, Sarkozy comme Brome, avec des gens très à gauche, Bunat, et qui finalement a réussi à faire des choses et à avancer. Donc moi je crois que ça c'est jouable. Ce qui va manquer c'est la personnalité, effectivement un projet. Aujourd'hui, et là je rejoins complètement Slim, aujourd'hui on n'a pas de projet, aujourd'hui on démolit les projets des autres, et c'est pas comme ça qu'on fait rêver les gens. Petite subtilité quand même, ce qui fonctionnait il y a quelques années, le projet à 30 ans, j'y crois beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de mobilité dans les grandes villes, et je pense que les gens ont du mal à se projeter à 30 ans, ils veulent des résultats tout de suite. C'est un tout petit peu différent, et ce qu'on proposait dans les années 80, à mon avis, n'est plus proposable aujourd'hui pour l'électeur. Ça risque de le démobiliser, de se dire... C'est un métro dans 30 ans, ça ne m'intéresse pas, je veux tout de suite. Absolument, mais prenons un thème par exemple, très vie quotidienne. Je suis en accord avec ce qui vient d'être dit. Par exemple, la question des médecins généralistes qui travaillent dans la proximité, qui sont de plus en plus absents, y compris de Lyon. Hein. Il faut quand même voir les choses. Quand j'étais vice-président de la communauté urbaine en charge de la métropolisation, j'avais des collègues d'Ardèche, de Haute-Loire, qui me disaient « Tiens, tu connaîtrais pas un médecin qui voudrait s'installer, etc. etc. » Aujourd'hui, et ça va faire partie du projet, si projet il y a, il va bien falloir avoir une politique municipale visant à faire en sorte que tous les Lyonnais puissent avoir à proximité de chez eux, alors soit dans des cabinets indépendants ou des cabinets de groupe, enfin peu importe, en tout cas il faudra mettre de l'argent. Voilà un exemple de questions qui ne se posaient pas il y a 10 ans. Donc les questions qui se posaient il y a 20 ans se posent peut-être pas exactement dans les mêmes termes, et il faut quand même poser des questions qui concernent les 20 ans. Par exemple, les transports en commun, l'aspect le plus lourd des transports en commun, les métros par exemple, c'est clairement des objectifs de 20 ans. Ce n'est pas des objectifs d'un mandat. La preuve, c'est que nous avions souhaité, nous, qu'il y ait un métro qui puisse se développer vers l'ouest de l'agglomération. Les Verts n'en ont pas voulu, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'ils veulent exactement, et on voit bien que les études avaient été faites, mais... Collomb était là pendant 20 ans, il aurait eu le temps de faire un métro. Non, mais il en a fait quelques-uns. Des stations. Oui, bah, regardez les plans des métros dans les stations quand vous attendez le métro, vous verrez que le réseau quand même lyonnais fait honneur à l'agglomération, en métro, en tout ce que vous voulez. Donc, vous devriez... Collomb, il a rajouté quelques stations, mais il n'a pas fait du métro. Bon, donc il a rajouté quelques stations, très bien. Bon, pour votre confort intellectuel, j'en suis heureux. C'est pas faux, il a développé très largement le tramway, mais sur le métro, on a eu l'extension de la ligne B. Bon. Tout à fait, et ça va arriver aux hôpitaux, là, et c'est donc les créatures du ciel qui ont fait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le métro E, de toute façon, globalement, c'est du domaine de l'étude dans un premier mandat, et dans un deuxième mandat, on n'arrive pas à tout à fait boucler le projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un habitant qui va rentrer dans le métro au terme du deuxième mandat. Souvent, il faut 2 mandats et demi pour pousser dans ce sens-là. Donc on est vraiment dans des logiques à 20 ans, me semble-t-il. Allez, on a bien tiré sur le dossier. Slim, un mot rapide de conclusion. D'accord sur les sujets de proximité qui sont prégnants, notamment sur les questions de santé. Pour répondre à Damien, oui, il y a beaucoup de mobilité. Reste que la sociologie lyonnaise, on le sait depuis plusieurs élections maintenant, elle est marquée à gauche. Voilà. Prends toutes les élections locales, intermédiaires, régionales, pas les régionales, non. C'est pas les marqué métropolitaines non plus. Enfin, lyonnaise, intramuros, oui, mais au régional, ça a voté plutôt pour Wauquiez, à Lyon. Sur la ville de Lyon, sur la ville-centre. Tout à fait. Il faudra revoir, je ne suis pas certain. Vous vérifierez hors mais antenne. clairement, globalement, il y a une tendance où la ville, aujourd'hui, elle a muté sur la gauche et les thèmes écologistes. Donc, du coup, certes, il y a beaucoup de mobilité, mais quand même, il faut le prendre en compte. Et des alliances de circonstances, ça, on ne fait jamais bouger l'électorat, la sociologie politique d'un territoire. Et je me permets donc de conclure en rebondissant sur ce qu'a dit Damien. Vous avez cité l'émergence d'un homme, et vous avez utilisé le terme homme. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui avec notre plateau exclusivement masculin? Mais on se rend compte qu'effectivement, le casting des élections sur cette possible alliance du centre-gauche à droite est aujourd'hui exclusivement masculin, que ce soit à la métropole ou à Lyon. Passons à notre deuxième sujet du jour. Il concerne les efforts des écologistes pour tenter d'aider les salariés d'Euronews, puisque la chaîne d'information qui est historiquement basée dans l'agglomération a éculié aujourd'hui à la Confluence
connaît des remous depuis son rachat par un fonds portugais. Un plan de 197 licenciements est dans les tuyaux. Tout le monde s'attend désormais à un déménagement hors de France. L'ancien dirigeant de la chaîne, Michael Peters, a toujours regretté l'absence totale de relations avec les Verts, à la différence de celle qu'il avait avec Gérard Collomb. On se souvient que sur ce plateau, on a déjà débattu du peu d'intérêt qu'ont les écologistes pour Interpol, qui pourrait également quitter Lyon un jour. Est-ce qu'il y a le début d'un commencement de responsabilité de leur part dans ces deux dossiers, surtout dans celui d'Euronews, ou bien ce sont finalement des dossiers qui les dépassent totalement? Damien. Je crois que de toute façon, le rayonnement de la ville de Lyon à l'international n'intéresse pas les Verts. Donc, qu'il s'agisse d'Interpol ou d'Euronews, je ne sais pas bien ce qu'ils pourraient faire et on ne peut pas mettre en cause les Verts sur le modèle économique d'Euronews, très clairement. Je ne vois pas bien ce qu'ils pourraient faire. À partir du moment où ça ne les intéresse pas d'avoir des gens qui viennent de l'étranger, qui naviguent et un rayonnement international de Lyon, puisque tout est fait aujourd'hui pour que les Lyonnais restent enfermés chez eux, que même les gens de la banlieue puissent plus y venir. Alors, faire venir des gens de l'étranger, donc honnêtement, je ne les vois pas lever le petit doigt pour ça. Je pense qu'Interpol partira. Gérard Collomb avait su les retenir en son temps, parce que justement, il y a du dialogue, parce qu'il y a du contact. Là, moi, je tombe de ma chaise quand j'apprends qu'il n'y a jamais eu un contact entre la ville de Lyon et Euronews, très clairement. Je pense qu'une structure comme ça, elle permet à Lyon de rayonner. C'est quand même une belle entreprise qui va, à un moment ou à un autre, sans doute à raison, partir dans une structure européenne, une commune européenne de type Strasbourg, Bruxelles. C'était une chance pour Lyon d'avoir ce genre de structure à l'international. On va la perdre, personne n'aura levé le petit doigt pour ça. Ce n'est pas de leur faute, mais ils n'auront pas fait grand-chose en tout cas pour que ça évolue. Raphaël? Oui, en fait, c'est quand même pas eux qui définissent la politique d'Euronews. C'est quand même, alors effectivement, c'est une vraie perte pour l'agglomération lyonnaise, mais qui savait qu'Euronews était à Lyon en réalité? C'est une chaîne qui est regardée dans beaucoup d'endroits en Europe, mais très peu en France. Donc le sens que ça avait qu'elle soit à Lyon, il est pas évident. Et là-dessus, les écologistes, ils peuvent quand même pas grand-chose. Ils vont se réorganiser c'est pas pour déménager dans une autre ville, c'est pour supprimer beaucoup de postes et renvoyer un peu leurs correspondants dans différentes capitales européennes. Je sais pas, je suis pas mal placé pour dire que c'est du sens. Personne ne savait que l'Euronews était à Lyon. Quand je parle de rayonnement, ça veut dire qu'on a des gens de multinationaux qui viennent s'installer à Lyon et que ça crée des échanges par la force des choses. Évidemment, même Interpol, je ne suis pas sûr que 9 Lyonnais sur 10 ne doivent pas savoir qu'Interpol est à Lyon. Même à l'étranger, les gens ne le savent pas forcément. Mais ça permet quand même d'avoir une mixité avec le monde entier, d'avoir des échanges. Et c'est important, c'est enrichissant pour une ville. Effectivement, après, sur Euronews, ils n'annoncent pas tous les matins en direct de Lyon, clairement. Jean-Yves? Oui, j'adhère tout à fait à ces explications, au même titre que je pense que beaucoup de gens qui regardent CNN n'imaginent pas que CNN est à Atlanta, ou bien que la grande partie d'Interpol est à Singapour. Donc effectivement, c'est pas sur les bases chauvines qu'il faut discuter, c'est sur les bases de rayonnement. J'aurais quand même dire dans un premier temps que Euronews a été un concept extrêmement intéressant en matière de télévision et d'information télévisée. Rappelez-vous les séquences qu'on voyait souvent dans le zapping de Canal+, cette séquence d'une minute avec uniquement du son, sans commentaire. Il y a eu une créativité, no comment, et une créativité importante. Moi, ça m'arrivait, comme nous tous, de regarder Euronews depuis l'étranger. Bon, c'était quand même quelque chose qui changeait des codes habituels. Donc, il y a quand même une réussite. Le fait que ça soit à Lyon ne change rien à l'affaire, soyons clairs. Deuxièmement, moi j'ai vu l'entretien que vous avez eu avec monsieur Michael Peters. On voit quelqu'un quand même qui est meurtri par le fait qu'il n'ait jamais eu un relais important au sein de la municipalité. Et même si les Verts ne cessent de dire que l'international ne les intéresse pas, comme d'ailleurs les territoires environnants, ce qui les intéresse c'est à peu près leur nombril et par contre le sort de la planète, tout ce qui est entre les deux les intéresse pas. Moi je pense que ça pose un problème d'avoir une municipalité, une métropole qui ne s'intéresse pas à un totem international important et intéressant comme Euronews. Sur Interpol, le côté centrifuge est un petit peu différent, car ça fait très longtemps que l'exécutif de Collomb a rattrapé Interpol par la manche. Ils veulent partir à Singapour. Au moins, il y a des forces
au sein d'Interpol qui visent à partir à Singapour. Je crois qu'il faut faire en sorte de les retenir. Moi, je pense que Damien a raison du point de vue du rayonnement. Par exemple, mon collègue de Barcelone, qui était adjoint à la sécurité, qui est par ailleurs professeur de criminologie, donnait des cours à Interpol. Celui qui était son directeur de cabinet a travaillé 4 ans à Interpol. Vous ne pouvez pas imaginer les va-et-vient de policiers ou de personnel, on va dire civil, qui passent par Interpol, les formations qu'il y a à Interpol. Alors, c'est pas trop visible pour le Lyonnais moyen, comme moi, à la limite, mais bien entendu, c'est important pour la ville. Moi, je pense que si nous perdons sur ces deux aspects, nous perdons beaucoup, ce d'autant que la dernière institution que nous avons réussi à avoir, ce qui est l'OMS à Gerland, ça a été dans le dernier mandat, et de ce côté-là, à la ville comme à la métropole, on a fait on a développé beaucoup d'énergie pour le faire. Le gouvernement l'a fait aussi. Moi-même, en tant que président des pompiers, on avait passé un accord avec le médecin qui était en charge pour l'OMS de pouvoir mettre dans notre académie à Saint-Priest, un centre d'entraînement pour que les médecins ou les soignants qui venaient d'un peu partout dans le monde puissent s'entraîner avec une fausse entrée d'hôpital, etc., etc. Donc il y avait une volonté de le faire, ça va se faire. Je ne voudrais pas croire que la dernière institution internationale importante, c'est-à-dire l'OMS, arrive à Lyon, et après ça sera terminé. C'est quoi? C'était le combat, il faut le dire, de Raymond Barre pour partie, d'André Soulier aussi pour Interpol, de Gérard Collomb et puis de tas d'autres qui étaient là. Il y avait quand même dans dans la politique lyonnaise la volonté de tous les camps de faire en sorte de faire venir des outils comme cela, qui sont des outils de rayonnement. Moi, je nuancerais ce que dit Damien sur le fait que le rayonnement international de Lyon n'intéresse pas les écolos. Je ne suis pas sûr que... Je pense qu'ils veulent redéfinir les termes de l'attractivité et du rayonnement international du territoire. Est-ce qu'ils le font bien? Je ne suis pas certain qu'ils arrivent à expliciter ce qu'ils veulent faire vraiment. Mais je pense qu'il y a une volonté de redéfinir ce qu'est l'attractivité d'un territoire en 2023, à l'heure du changement climatique. Et ils ont raison. C'est un nouveau discours sur le tourisme, par exemple. On ne peut pas faire de l'attractivité comme on l'a fait sous les années de Gérard Collomb, en essayant d'aller chercher toutes les entreprises, de rayonner, de faire du tourisme de masse, etc. Et je pense qu'ils ont raison de redéfinir ça. Ils vont réussir. Hein. Non, mais je pense qu'ils ont raison de redéfinir ça. Est-ce qu'ils le font bien? Peut-être que pour l'instant, on a du mal à entrevoir précisément la stratégie là-dessus, mais je ne suis pas certain que ça ne les intéresse pas. Ensuite, pour revenir sur le cas d'Euronews, évidemment, je ne comprends pas effectivement que Michael Peters n'ait jamais été reçu, c'est quand même pas normal. Voilà, quand on est un responsable politique d'une grande ville, on reçoit les interlocuteurs et les acteurs de la société civile organisés sur son territoire. Bon, moi je remarque simplement que sur le dossier Euronews, on tape beaucoup sur les écolos, mais à l'époque où Raymond Barre, Gérard Collomb, Michel Noir avaient réussi à attirer ce type d'institution internationale, l'Europe, il y avait non seulement les maires de Lyon, mais il y avait les présidents de région. Il est où Laurent Wauquiez là sur ce dossier? Est-ce qu'on l'a entendu? Il faut aussi, pour attirer ce type d'institution et les conserver sur un territoire, il faut que globalement on mette de la politique de côté et qu'on travaille tous ensemble. Et là, aujourd'hui, chacun remet la responsabilité sur les écologistes, sans doute qu'ils ont des torts, mais en même temps, la responsabilité des autres est jamais mise en avant. Tu as raison, mais l'Europe, par exemple, devrait quand même mettre le paquet pour qu'une chaîne, donc ça n'a rien à voir avec le jeu politique local, mettre le paquet pour que Euronews demeure sur le territoire qui l'a fait émerger. Et donc je pense que même si l'Europe a apporté beaucoup à Euronews, je pense que ça devrait être un principe fort d'aider une grande chaîne d'information européenne face quand même à de très très grandes chaînes nord-américaines. Dans les deux cas, pardon, Raphaël, juste un mot, il y a l'Europe et il y a le gouvernement. À chaque fois que... à un moment donné, c'est aussi des jeux d'influence diplomatique. Préserver Interpol ou préserver Euronews, ça se joue aussi au niveau intergouvernemental. Et là, c'est pareil, c'est de la même façon qu'il y a un jeu d'acteurs local, de responsables politiques qui doivent prendre tous leurs responsabilités pour avoir l'objectif commun de conserver ce type d'institution sur le territoire. Il y a aussi le jeu intergouvernemental, et là, le gouvernement français n'a pas la volonté de favoriser Lyon dans le jeu international. Très vite, Raphaël. Il y a vraiment deux questions. L'attractivité de la ville, c'est vrai que les écologistes ont un discours de dire que
l'attractivité, il y a un revers, c'est la crise du logement. Le logement est compliqué à Lyon. Donc là-dessus, il y a un débat. Mais sur Interpol ou sur Euronews, dans les deux cas, la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement, est-ce que l'Europe en veulent de ces institutions-là? Et en fait, Euronews a été lâché par l'ensemble des chaînes publiques. Donc c'est ça qui met Euronews dans une impasse, ce n'est pas les écologistes. Interpol, c'est la même chose. Est-ce que le gouvernement français veut vraiment d'Interpol? Aujourd'hui, en Europe, on défend plutôt Europol parce qu'on a plus confiance dans le contrôle qu'on peut avoir sur Interpol. Ça pose de vraies questions démocratiques d'ailleurs, parce qu'à Singapour, la question je trouve que le contrôle par les associations de militants des droits de l'homme à Lyon déjà est assez faible sur Interpol, mais à Singapour il est totalement inexistant. C'est clair. Alors qu'il y a de vrais sujets sur Interpol en matière de défense des droits de l'homme. Oui, et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas de nouvelles d'un des précédents directeurs chinois. Tout à fait. Allez, je vous propose de terminer avec les voies lyonnaises. On manquera de temps, mais on ira vite. Les voies lyonnaises, ce fameux réseau cyclable qui doit mailler l'agglomération et permettre à ceux qui en ont envie de faire par exemple 15 Cieux-Givors en vélo, sauf qu'une fois que les tracés ont utilisé les pistes cyclables existantes, eh bien, il faut en créer de nouvelles et en ce moment, eh bien, ça coince énormément. Il y a bien sûr le cas d'Oulin. La métropole a renoncé à faire de la grande rue d'Oulin une voie lyonnaise face au refus de la mairie. Il y a eu la semaine dernière une réunion publique houleuse sur la voie lyonnaise des hauteurs du 5e arrondissement avec un rejet audible des habitants. Et puis en ce moment, c'est le maire de Caluire qui se bat contre la transformation d'une voie verte en voie lyonnaise. Pétition, grande déclaration, on connaît Philippe Cochet. Bref, est-ce qu'on verra un jour ce réseau idéal pour les cyclistes et surtout, est-ce que ces blocages sont entendables? Oui, il y a deux types de blocages. Les écologistes se disent, ils savent très bien que quand on fait ce type de voie, ça crée des remous, parce que quand on enlève des voitures, les automobilistes arrivent à se plaindre, mais que quand l'usage l'emporte, ça devient bénéfique. Mais là, dans les cas qu'on cite, les points de blocage, en fait, c'est quand le vélo n'est pas forcément en compétition avec la voiture, mais beaucoup aussi avec les piétons, et notamment sur le cas de la voie verte à Caluire. Et là, c'est des sujets qui sont plus gênants pour eux, parce que si demain, effectivement, la voie verte à Caluire, typiquement, ça pourrait devenir quelque chose d'entièrement piéton. Et si faire circuler à vélo au quotidien à Caluire, ça devrait se faire plutôt sur d'autres voies. Alors, je sais que ce n'est pas facile, parce que la mairie n'en veut pas, mais c'est sûr que c'est un sujet sur lequel ils seront moins audibles. Slim ? Sur ce sujet, moi, je crains que d'une idée géniale, on ait du mal à voir le projet à la fin. Voilà, c'est ça qui est inquiétant, parce que je trouve que sur le papier, l'idée est forte. Voilà, c'est puissant en termes de révolution des mobilités à l'échelle de la métropole. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, c'est la gouvernance de la conduite de projet, de la concertation qui pose une vraie difficulté. Sur ce type de projet, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse le faire sans l'avis des maires. Voilà. Sur la voie verte, je ne connais pas bien le dossier, mais je ne comprends pas bien pourquoi on irait bitumiser la voie verte à Caluire, et avec le sujet des conflits d'usage entre piétons et cyclistes. Donc je pense que parfois, pour arriver à faire passer un projet, il faut aussi savoir faire ses propres compromis avec soi-même. Et là, pour le coup, il ne faudrait pas que, par volonté d'aller trop vite, les écologistes tuent l'esprit même du projet des voies lyonnaises, parce que clairement, c'est un projet qui est assez révolutionnaire à l'échelle du territoire. Après, on va voir ce que ça donne, mais ils ont annoncé des nouveaux parcours dans le 5e. Effectivement, à Oulin, ce n'est pas le projet initial, ce sera autre chose. Donc on va voir comment ils sont capables de s'adapter aussi. Enfin, le maire de Caluire, il est dans son registre. Je veux dire, ça me paraît normal qu'il aille jusqu'à la pétition. Cela étant, je pense que Raphaël Ruffier a totalement raison. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un esprit totalement différent concernant cette voie. Et l'enjeu véritable, c'est faire en sorte que cet axe demeure paisible, dédié aux piétons plutôt, aux familles. On est dans cet ordre-là, et que franchement, ça paraît une mauvaise idée. Moi, je ne connais pas le dossier à fond, mais ça me paraît une très mauvaise idée, et ça me paraît logique de monter au créneau contre. Cela étant, j'ai l'impression que tu les absous en permanence, les écologistes. Bah non, tu les aimes beaucoup. Je viens de dire qu'on ne pouvait pas faire sans les maires, et qu'il fallait qu'ils changent la gouvernance. Moi, je constate que il gère beaucoup les choses à coups de menton. Les dénommés Bagnon, le dénommé Colas, à Lyon, Lucenstrass, là, c'est quand même des spécialistes des coups de menton et de c'est comme ça, c'est comme ça. Et deuxièmement, la notion même d'autoroute à vélo me hérisse un peu. Il m'arrive d'aller dans
un arrondissement, très souvent dans un arrondissement cher à Damien, le 6e arrondissement venant de la Presqu'île. Et quand il s'agit de traverser une piste cyclable, celle qui longe le Rhône, à 8 heures le matin, sur un passage clouté, je dois dire qu'un piéton doit attendre de longues minutes, puisque aucun, même s'il y a des feux, aucun vélo ne laisse passer les piétons. Donc il y a absence totale de contrôle. Je me demande pourquoi il n'y a pas de police municipale, alors qu'il y en a beaucoup concernant les automobilistes. Pourquoi il n'y en a pas concernant les vélos? Vous Et là, posez vraiment la question? Oui, oui, oui. Et oui, parce que j'ai posé la question au maire en conseil municipal, j'attends encore la réponse. Et donc, je pense que là, il faudrait remettre à plat les choses, pas changer, il faut des pistes cyclables, le problème n'est pas là. Et peut-être redonner un peu tout ça. Quant à la notion, franchement, d'autoroute à vélo, c'est pour les caricatures, et c'est pas eux qui l'utilisent. Hein. C'est les oui, Cochet qui oui, utilisent non, cette mais expression. non. Dans l'ancien mandat, David Kemmelfeld avait aussi utilisé ce terme-là. Personnellement, ça m'avait un peu choqué. T'as pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai précisément dit que sur la concertation, ils devaient faire mieux. Parce que sans quoi, ils vont tuer le projet. Voilà. Et qu'on ne pouvait pas y aller à coups de menton, comme tu le dis. Ah, tu les aimes beaucoup, quoi. Allez, le mot de la fin pour Damien. Je vais essayer de faire court. Alors, le projet global, c'est une bonne idée et personne ne la contestera. Moi, ce qui me pose problème, c'est effectivement que ça part très vite. On parle de concertation, il n'y a aucune concertation. Je le vois pour la voie 12 à Bron. C'est la ville de Bron qui organise une concertation, alors que la voie 12, elle est déjà tracée. On ne leur a pas demandé leur avis, c'est comme ça. Avec la fermeture de Rockefeller dans un sens, c'est-à-dire que les Brondiliens ne pourront plus rentrer en voiture dans leur quartier de prédilection de Lyon, c'est-à-dire le 8e arrondissement. Donc ça, c'est catastrophique. Il y a surtout des doublons. C'est ça qui me gêne dans ces voies lyonnaises. On a 12 voies lyonnaises qui sont dessinées. Et moi, si je regarde l'Est lyonnais, j'ai des voies qui sont parallèles. La 11, la 12, la 8, la 2. On a 4 voies Elles sont loin qui les vont aller... quand même. Hein. Je finis. Il y a combien de voies de voiture qui sont parallèles. Parallèles. Qui sont parallèles. Je finis, pardon. Je ne t'ai pas coupé, parce que je sache. Elles sont parallèles. Elles sont sur des voies structurantes automobiles. Et plutôt que de les avoir reliées les unes aux autres avec une seule, en n'en faisant que 2, on en fait 4, il ne faut pas oublier une chose, et là je rejoins complètement ce qui a été dit, le mode doux principal, c'est le mode piéton. Et effectivement, l'exemple qui a été pris est un excellent exemple. Aujourd'hui, on fait des autoroutes à vélo où le piéton n'a plus sa place. C'est toute la problématique, effectivement, de Caluire, où on a un truc qui est génial, qui est hyper apprécié par tout le monde. On est dans la verdure, et là, on va arriver à faire une autoroute à vélo. C'est complètement contradictoire avec la volonté, effectivement, de respecter l'environnement. Donc, passons ailleurs, acceptons que ces autoroutes à vélo, de temps en temps, aient un virage. Là, on fait l'A7, A6, A7. On traverse tout droit, et on est incapable de faire un virage. Alors, je veux bien que pour un métro, faire un virage à 90 degrés soit compliqué, mais pour une autoroute à vélo, on peut peut-être mettre quelques virages. Maintenant, là, on va tout droit, et on a décidé qu'on se fout du reste. Les concertations sont catastrophiques. Les gens n'ont pas leur mot à dire. On leur dit c'est fait, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est valable également pour certains trucs concernant le Citral, le BNS, concernant certaines lignes de tramway, etc. Les gens, on leur dit, on va discuter avec vous, mais c'est déjà fait. Alors tout le monde réclame des mots de la fin. Raphaël en premier, Slim ensuite, mais très vite, messieurs. Très vite. Non mais j'aime bien le discours qui consiste à dire c'est un super projet, il faut le faire, mais enfin faut pas le faire en fait en gros. Non, faut pas le faire comme ça. Le constat, c'est que l'équipement en termes de pistes cyclables à Lyon est scandaleusement en retard. On fait du vélo à Lyon, il y a plein d'endroits où on ne peut pas passer en sécurité. Scandaleusement, le terme est un peu fort. Vous ne faites pas assez de vélo. Mais à Lyon, franchement, il y a beaucoup d'endroits qui sont très dangereux encore, oui. Et qu'il y a besoin de pistes cyclables, c'est évident, et de pistes de qualité, ça c'est évident. Et qu'à chaque fois, il faut prendre cette place sur les voitures. Chaque fois qu'ils le feront, ça râlera. Chaque fois, les maires viendront, surtout dans l'opposition, viendront s'y opposer. Et au final, vous verrez qu'à l'usage, il n'y aura pas de problème sur ces voies-là. Des promesses de Rueffier qui finit toujours par dire vous verrez que dans 40 ans, on sera tous contents. Non, là, dans 40 ans, je serai peut-être plus lyonnais, je serai peut-être plus vivant. C'est notre 3 ans, mais ce que je vois, c'est que dans mon quotidien, c'est comme la réussite des Raphaël Rueffier sera toujours là. Rueffier sera toujours là pour dire la même chose dans 40 ans. À la retraite, là, 67 ans, donc j'ai le temps. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que la promesse des écologistes, c'était la ville des piétons. Et c'est dans ce ordre, la ville des piétons. C'est pas tout à fait le cas. Les vélos et les automobiles. Et effectivement, partout où les pistes cyclables sont dangereuses partout où il y a des pistes cyclables, il faut aussi que ça assure la protection des piétons. Allez, et je donne le timing à Slim, 15 secondes. Sur le sujet, c'est la concertation. Ce qui est, je trouve, moi, anormal, c'est que ce dossier arrive à mi-mandat. Il aurait dû arriver au début du mandat, de façon à laisser le temps à la concertation, laisser le temps aux études d'impact de se faire, d'évaluer les choses, de travailler avec les maires. Sauf que là, à mi-mandat, évidemment, tout ce travail-là, ils n'ont plus le temps de le faire pour boucler ce dossier avant la fin du mandat.
Et c'est ça le problème, c'est que est-ce que ce dossier était prêt dans le projet des écologistes? Je ne crois pas. Et donc du coup, on en arrive à une difficulté, un blocage avec les maires, etc. Parce qu'on est à mi-mandat et qu'il faut, il faut maintenant accélérer pour engager les travaux. Et donc du coup, on a une situation de blocage. Et c'est ça qui est grave. Allez messieurs, merci. On est arrivé au terme de l'émission. Merci à vous pour vos retours et votre fidélité. L'actualité continue bien sûr sur lyonmac.com et on se retrouve après les vacances.